Donc, juste avant qu'on commence un petit peu plus sur les tortues, je vais vous présenter un peu qu'est-ce qui est le Cobali pour ceux et celles qui nous connaissent moins. Donc, nous sommes un des 40 organismes de bassin versant nommés par le gouvernement du Québec. Donc, vous pouvez les voir là, ici dans la carte affichée à l'écran. Donc, on a les différentes zones de gestion intégrée de l'eau par bassin versant dans leur petit nom. Nous, on peut voir là, en vert pâle, un peu dans le bas à gauche, c'est notre zone de gestion. C'est sûr que là, elle n'a pas l'air très, très grosse à côté de celle de l'ABV des 7 juste à côté, mais vous allez voir, là, c'est quand même, on couvre un petit peu plus que 10 000 km², donc c'est pas si petit. Et notre zone de gestion là, se trouve, pour ceux et celles qui nous connaissent vraiment moins, on couvre 4 régions administratives environ, mais on est majoritairement dans les Hautes-Laurentides et dans l'Outaouais. Donc, juste ici, là, on peut voir sur la carte à gauche, on voit un peu mieux la zone de gestion, en fait, et où elle est située. Et si vous pouvez regarder sur la carte à droite, en fait, on a les bassins versants, donc inclus dans notre zone de gestion. Donc, on retrouve majoritairement le bassin versant de la rivière du Lièvre, hein, qu'on peut voir en vert. C'est notre plus gros bassin versant, définitivement. On a aussi le bassin versant de la rivière Blanche, qui est en beige, et le bassin versant du ruisseau Pagé, qui est en orange-rouge. Donc, un peu pour nous présenter, voici l'équipe du Cobali. Donc, n'hésitez pas là, à nous contacter pour des informations, des projets, avoir recours à notre offre de services. Donc, on offre plusieurs services très différents qui se retrouvent sur notre site Internet, entre autres, avec les différents projets qu'on a réalisés. Je crois que mon collègue Benoît va avoir mis le lien du site Internet du Cobali dans le chat, là, dans la discussion. Donc, vous allez pouvoir le retrouver facilement comme ça. Et ben, pour faire une histoire courte, le Cobali exerce ses fonctions là, depuis 20 ans maintenant. Donc, on est en mesure de vous aider là, sur plusieurs sortes de projets différents. Et on a beaucoup d'informations là, de disponibles au sein de notre équipe disciplinaire, multidisciplinaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, les tortues du Québec. Donc là, vous allez remarquer que la première, hein, la tortue lutte, elle est surlignée. C'est pas pour rien. Et celle-là, on veut moins en parler aujourd'hui parce que c'est une tortue marine, en fait, qui fréquente le territoire du Québec. Donc, elle fréquente le golfe du Saint-Laurent. Je voulais quand même juste vous le mentionner, bien qu'on n'en parlera pas vraiment aujourd'hui, pour que vous sachiez que sur le territoire du Québec, il y a une espèce de tortue marine qui la fréquente. Donc, les autres espèces qui suivent là, sur la page, vous allez voir, on va en discuter aujourd'hui. On va en parler un petit peu plus là, sur chacune un petit peu plus particulièrement, sauf la tortue ponctuée qu'on voit aussi qui est surlignée à la toute fin. Celle-là, c'est encore un peu mitigé par rapport à si elle est au Québec. Il y a déjà des signalements qui ont été faits, mais il n'y aurait aucune population là, qui semble vivre au Québec. Donc, le dernier signalement, là, le plus récent, a été fait en 1967. Ça a été une tortue ponctuée, là, donc un individu qui a été retrouvé mort sur le bord de la route, là, dans le coin de Sherbrooke, donc vraiment dans la frontière entre le Québec et les États-Unis. Et une autre mention d'un spécimen vivant, là, la dernière remonte à 1874. C'est dans le coin de Nicolet, près du lac Saint-Pierre. Donc, ça commence à remonter un petit peu plus loin. Et il n'y a aucune c'est ça, population qui semblerait vivre au Québec. Donc, elle est souvent inclue quand même euh, parce que c'est ça, ça peut arriver qu'il y ait des signalements de temps à autre, mais vraiment, son aire de répartition va être plus dans le sud de l'Ontario et dans l'est des États-Unis. Donc, ça peut être périodique, là, elle pourrait se retrouver ici, mais ça ne semble pas être dans son aire de répartition. Donc, pour les autres espèces que vous voyez sur la diapositive, on va les voir là, une par une, puis je vais vous présenter un petit peu plus chacune de leurs particularités. Et on va voir aussi là, des petits trucs quand même pour essayer de les reconnaître. Et il y a souvent un dicton qui dit que quand on connaît, on protège. Hein. Quand on prend connaissance de ce qui nous entoure, bien, on est plus enclin à vouloir les protéger. Donc aujourd'hui, ben, j'ai envie de vous les présenter un petit peu plus.
Donc, mais tout d'abord, hein, quand même, les tortues, qu'est-ce que c'est? Parce que définitivement, ils sont beaucoup plus différentes, sont très différentes de nous, en les humains. Donc, ils ont une biologie très différente de la nôtre. Tout d'abord parce que la très, très grande différence, c'est qu'elles sont exothermes, hein. Là, je vais vous dire certains termes, mais inquiétez-vous pas, il n'y a pas de test à la fin. Donc, exotherme, ce que ça veut dire, c'est que leur corps, en fait, la température de leur corps correspond à la température ambiante. Donc, contrairement à nous, notre corps, à nous, on est des endothermes, hein, les mammifères. Donc, on est capable de se réguler par soi-même, là, notre corps. Donc, quand on a froid, notre corps va brûler plus de calories pour essayer de se réchauffer. Et le contraire, quand on a chaud, ben, notre corps va trouver différents moyens pour essayer de se refroidir, notamment de la transpiration. Mais les tortues ne font pas ça. Donc, leur corps va vraiment là, se tempérer avec la température à l'extérieur. Donc, c'est pas rare qu'on va voir, notamment des tortues, comme là, on voit des tortues peintes qui se font réchauffer sur un bio de bois, hein. On peut voir là, l'image la plus à gauche. Donc, c'est pas rare qu'on va les voir comme ça parce qu'elles ont quand même besoin d'avoir de la chaleur qui va venir activer là, leur métabolisme. Donc, elles aussi ont besoin de digérer et de respirer. Donc, ils vont aller chercher de la chaleur externe de leur corps pour pouvoir bien faire fonctionner leur métabolisme. Et ben, quand elles ont trop chaud, le contraire, hein, pour que leur métabolisme fonctionne bien, elles doivent également se refroidir, trouver une façon de se tempérer. Donc, elles vont pouvoir, là, on peut voir comme celle à droite complètement, et elles vont pouvoir aller dans le fond de l'eau, s'enfouir dans la vase pour se refroidir, aller dans des zones plus d'ombre, d'eau froide, donc différentes techniques vraiment. Donc ça, c'est une très grande différence quand même avec nous, on doit dire. Aussi, ben, les tortues du Québec, en fait, elles hibernent. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier. Elles vont hiberner sous l'eau, en fait. Sous l'eau, souvent dans la vase aussi, enfouie, d'essayer de trouver une façon là, d'être le plus à l'abri du gel, hein. Donc, elles vont vraiment là, ramener comme leur métabolisme à zéro pendant l'hiver. Comme ça, il va avoir presque aucune énergie là, de nécessaire, vraiment très peu d'oxygène qui va être nécessaire aussi, donc vu que leur métabolisme est à presque zéro. Et elles vont réussir en fait à respirer avec des échanges gazeux par leur peau, par leur cloaque. Un cloaque, en fait, c'est un orifice commun là, pour la déjection, la reproduction qu'on retrouve chez les reptiles, les amphibiens et les oiseaux. Donc, l'eau est vraiment à une température beaucoup plus stable que l'air ambiante là, au courant de l'hiver. Donc, ça va leur permettre de passer un hiver plus sécuritaire là, à l'abri du gel. Aussi, les tortues atteignent la maturité sexuelle très tard quand même. Généralement, là, elles vont devoir attendre entre 8 et 10 ans. Ça, c'est généralement parce qu'il y a certaines espèces que c'est une vingtaine d'années avant de pouvoir contribuer là, au recrutement de la population. Donc, ça, c'est quand même particulier pour des espèces que parfois ils vivent vraiment moins longtemps. Donc, ça peut être très long avant qu'il y ait une nouvelle population là, des petits, avant que les individus puissent générer des petits. Donc, il y a aussi ça qui est très particulier. C'est certaines espèces de tortues, c'est pas toutes. On va voir un peu tantôt en parlant particulièrement des espèces. Mais ben, les tortues vont pondre des œufs, donc elles vont creuser un nid, pondre leurs œufs. Et ce qui est particulier, c'est que souvent, c'est la température ambiante du nid qui va déterminer le sexe de la portée. Fait que des fois, une température à peu près un peu plus fraîche va faire plus de mâles, une température un peu plus chaude va faire plus de femelles. Donc, il y a vraiment plein de petites particularités à travers ça, là. Moi, je vous fais les grandes lignes, mais chez certaines espèces de tortues, ça va être comme ça que ça va se déterminer. Et là, comme je vous ai mentionné, les tortues vont pondre en fait des œufs dans un nid. Mais il y en a certaines qui vont faire là, véritablement des exploits olympiques pour pouvoir aller chercher un nid adéquat, hein. Parce que bien qu'elles sont majoritairement des espèces aquatiques, donc qui vivent dans l'eau, ben, elles vont pondre sur terre. Donc, comme on peut voir là, sur la photo du milieu, elles vont sortir de l'eau, enfin les femelles en fait, pour pouvoir pondre. Donc, les femelles matures vont sortir de l'eau. Puis, il y en a qui vont pouvoir faire jusqu'à 1 kilomètre sur la terre ferme pour trouver un site idéal. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu une tortue serpentine avancer, mais 1 kilomètre, ça peut être très, très long sur la terre ferme pour elle de franchir ça. Fait que c'est vraiment un exploit phénoménal. Donc, généralement, vraiment pas
pour toutes les espèces encore une fois, mais les femelles vont souvent retourner le pondre d'année en année au même site. Donc, une fois qu'ils ont trouvé un site idéal, elles vont pouvoir y retourner. Finalement, là, les tortues sont fascinantes parce que elles ont fréquenté la Terre en même temps que les dinosaures, hein. Donc, ils n'ont pas juste l'air des dinosaures comme on peut voir celles à droite, mais vraiment, c'est des fossiles vivants, sont sur la Terre depuis très, très, très longtemps, donc bien, bien avant nous, ce qui est très impressionnant. Aussi, rapidement, pour bien comprendre aussi la tortue, je voulais vous montrer un petit peu l'anatomie parce que des fois, c'est quelque chose de mystérieux pour certaines personnes. Donc, la carapace de la tortue, elle ne fait pas juste lui servir de protection, c'est vraiment sa colonne vertébrale. Donc, contrairement à nous qui est à l'intérieur, la colonne vertébrale, la tortue va être à l'extérieur. Et vraiment, la carapace qui est rigide représente une modification unique de sa cage thoracique. Donc, sans aller très loin là, dans les choses de biologie et d'anatomie, je ne veux pas vous endormir, mais c'est comme si sa colonne vertébrale est soudée au fond de la carapace et que les côtes sont larges et soudées entre elles aussi. Donc, vraiment, là, les omoplates, comme on peut voir en avant, et la ceinture pelvienne vont également être inclus dans la carapace. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui arrive à la carapace, souvent, ça va être des blessures qui vont être mortelles pour la tortue. C'est pas dans tous les cas que c'est mortel, mais ça peut bien l'être parce que une fois que ça s'est ouvert, fracturé ou quoi que ce soit, ben, ces organes se retrouvent euh, à l'air libre, en contact avec l'air libre. Donc, vraiment, là, la tortue, c'est pas comme un Bernard l'ermite, elle peut pas sortir de sa carapace. Elle fait vraiment partie d'elle. Et en dessous, comme on peut voir là, la plaque osseuse en bas, c'est vraiment son sternum. C'est un sternum qui est comme très élargi et très plat. Donc, ça ressemble un petit peu à ça pour l'anatomie rapide de la tortue. Maintenant, les tortues, qu'est-ce qu'elles peuvent bien manger? Eh bien qu'elles soient majoritairement carnivores, on voit que des animaux sur cette, sur cette diapositive, là. Donc, des insectes aquatiques, ça peut être des grenouilles, ça peut être des moules, ça peut être, il y en a qui vont manger des plantes aquatiques aussi, il y en a qui vont manger beaucoup de viande aussi, comme des poissons morts aussi. Donc ça va vraiment agir comme des espèces de filtreurs, hein, des nettoyants des lacs et des étangs. Donc, les tortues sont très importantes pour ça. Elles aident à garder des environnements sains dans lesquels elles se trouvent. Elles font comme un ménage un peu de ce qui se retrouve. Donc, elles sont très importantes pour ça. Puis, elles font une régulation un peu des insectes aussi en même temps. Donc, c'est toujours intéressant. Vous allez voir avec les différentes espèces, il y en a qui vont avoir des menus plus variés que d'autres. Par exemple, la tortue des bois est très, très mignonne et particulière en faisant ça, mais elle peut piétiner le sol, paraît-il, pour imiter le son de la pluie, puis ainsi faire sortir les vers de terre pour pouvoir les manger. Donc, quand même, hein, il y en a qui sont très astucieuses aussi. Maintenant, les tortues, où est-ce qu'on les retrouve? Eh bien, leur aire de répartition respective, là, vous allez voir, ils ont toutes des aires de répartition différentes, va être très différentes l'une de l'autre, là. Par exemple, ici, on a l'aire de répartition de la tortue peinte. On peut voir, il y en a quand même un petit peu plus, hein. C'est sûr que ça, c'est des estimations et ça peut dater aussi, mais ça explique aussi pourquoi je voulais vous montrer ça. C'est que c'est très difficile pour la communauté scientifique et la population d'avoir ces données-là exactes, en fait. Donc, c'est très difficile de savoir où sont exactement les populations de tortues et elles se chiffrent à combien, hein, la taille de ces populations-là. Parce que souvent, c'est des études qui sont quand même longues, sur plusieurs années, coûteuses et relativement complexes aussi dans certains cas à effectuer. Donc, ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est d'ajouter la science citoyenne à ça. Donc, je vais vous en reparler un petit peu plus tantôt, mais des sites comme iNaturalis, carapace.ca et l'Atlas des amphibiens et reptiles, hein, d'où provient la carte que je vous montre, eh bien, ça permet de faire des signalements et d'avoir un meilleur suivi, en fait, des populations. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très le fun aussi pour quelqu'un qui a envie de s'impliquer dans une science citoyenne, justement. Donc, quelqu'un qui aime aller partir à l'aventure et chercher des tortues ou qui habite dans un endroit où il y en a beaucoup, bien, ça permet de faire avancer la science et de s'impliquer en même temps. Donc, c'est très intéressant. Donc, pour revenir à l'ère des répartitions, on peut voir ici la tortue peinte, qui est l'espèce la plus commune au Québec. Et si je vous montre ici
soudainement, ça change beaucoup, la tortue mouchetée. Ça, c'est l'aire de répartition, pardonnez-moi, de la tortue mouchetée. Donc, on note une énorme différence entre les deux. Donc, on voit que, par exemple, la tortue mouchetée est présente dans très peu d'habitats et on a très peu de données aussi sur quand même son aire de répartition. Donc, maintenant, passons à chacune des espèces de tortues qu'on peut retrouver au Québec. Juste avant, est-ce qu'il y avait des questions là, par rapport à ça avant que je me lance sur les espèces de tortues? Marie, il y avait une question sur l'hibernation des tortues peintes, mais j'imagine que c'est à venir, donc il va y avoir des infos là-dessus. Ah oui, je viens de voir ouais, par rapport au bébé. Effectivement, je vais en parler un petit peu juste dans quelques instants. Donc, si jamais je réponds pas à votre question, vous allez pouvoir y revenir. Donc, je vais m'aligner, puis si jamais Benoît, tu me diras. Donc, la tortue peinte est de loin la plus commune au Québec, hein, comme je l'ai mentionné un petit peu. Donc, pour ceux et celles là, qui en ont déjà croisé, vous avez sûrement souvent déjà vu comme ça, comme sur l'image en bas à droite, hein, qui se font dorer sur un tronc d'arbre échoué, sur une grosse roche. C'est vraiment quelque chose de commun. On les voit souvent comme ça. On voit vraiment là, qu'ils ont une dossière noire qui reluit au soleil. Fait que ça, quand même, la tortue peinte, c'est souvent quelque chose qu'on va remarquer. Elle a aussi, là, comme on peut voir, des petites lignes rouges et jaunes sur son cou, sur ses pattes, sur sa tête aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même distinctif. Euh, Elle n'est pas si grande. Elle va atteindre environ 20 centimètres de long de dossière maximale, là. Donc, c'est pas dans la plus grosse tortue qu'on a. Et les œufs, ça, c'est particulier quand même. Donc, les pontes, en général, les temps de ponte des tortues, et vous l'aurez sûrement remarqué pour ceux et celles qui en ont croisé, c'est majoritairement dans le mois de juin. Ça se passe à peu près dans le mois de juin. Donc, c'est là qu'on va les voir le sortir de l'eau et marcher. Donc, la tortue peinte aussi, c'est pas mal dans ces environs-là. Mais ce qu'il y a de particulier avec la tortue peinte, c'est que les œufs des bébés, hein, les petits bébés, les œufs éclos, ils vont éclore au printemps, à l'automne, mais les bébés vont rester l'hiver, tout l'hiver dans le nid, même s'ils sont sortis de leurs œufs. Donc, ils vont vraiment rester dans le nid et c'est le seul et unique reptile connu qui est capable de survivre à une certaine congélation. Donc, les jeunes restés dans le nid au courant de l'hiver peuvent survivre à des températures d'environ -8, -9 degrés Celsius. Donc, ce qui est vraiment impressionnant parce qu'il n'y a aucun cristaux de gel qui va s'accumuler dans leurs cellules, ce que nous, on ne serait pas capable de faire. Donc, il y a certains sucres là, contenus dans les organes de la petite tortue peinte qui auraient un rôle là, de protection un peu contre le gel. Donc, ça se fait un peu comme la grenouille des bois. J'en dis pas plus sur la grenouille des bois. Je vous invite à aller lire là-dessus. C'est vraiment fascinant, là. Donc, je vous invite, je pique votre curiosité pour ça. Donc, on la voit, comme je vous ai mentionné, un peu souvent là, sur un tronc d'arbre ou des roches en plein soleil à se faire dorer. Vraiment, c'est celle qu'on va voir le plus souvent faire ça. Et la tortue peinte est présente dans la zone de gestion du Cobali. Donc, elle fréquente là, vraiment des habitats très, très, très variés. Elle est généraliste, comme on dit. Donc, on la retrouve, c'est ça, dans plusieurs types d'habitats, entre autres dans la zone de gestion du Cobali. Donc, on a également la tortue serpentine. Celle-là, c'est la plus grosse espèce de tortue d'eau douce présente au Québec, hein. Sa dossière peut atteindre 50 centimètres de long. Donc, j'imagine, pour ceux et celles d'entre vous qui en ont déjà croisé, elles peuvent devenir assez massives. Donc, on parle d'environ 70 livres hein, qu'elles peuvent atteindre. Donc, c'est assez impressionnant. Euh, pour pouvoir là, l'identifier, on va voir déjà quand elle est très, très grande, c'est sûr que c'est elle. Il n'y a pas d'autre espèce de tortue qui devient aussi grande. Sa queue va arborer là, comme des écailles en dents de scie. Donc, ils vont être très pointus. Et sa queue est très longue et pointue aussi. Et les écailles en arrière, dans le derrière là, de sa dossière, comme on peut voir, vont être également en dents de scie. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même particulier pour elle. Elle a un bec cornu, hein, comme on peut voir sur la photo en haut à gauche, un bec bien, bien cornu.
Ce bec-là la rend très dangereuse pour les petits doigts insouciants qui s'aventuraient trop proches. Donc, je vous déconseille de vous en approcher, hein, comme la prendre sur les photos qu'on voit, là, je vous déconseille de faire ça. Laissez ça pour les spécialistes. Parce que justement, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi elle a tendance à être un peu agressive. On peut voir sur la photo en haut à droite, là, je m'excuse de la qualité, quand j'ai agrandi l'image, on a perdu la qualité, mais son plastron est en forme de croix, hein, comme, un peu comme ça. Et ça lui permet pas de rentrer, en fait, ses membres à l'intérieur de sa carapace pour se protéger, contrairement à la tortue peinte, par exemple. Elle, son plastron est ovale, donc elle est capable de tout rentrer ses membres à l'intérieur. La tortue serpentine, elle est incapable de faire ça. Donc, elle a comme développé un peu des techniques pour se protéger. Elle va être très agressive sur Terre, hein, quand elle se sent le plus vulnérable parce que, comme mentionné tantôt, elle avance pas très vite, elle est pas très habile à l'extérieur de la Terre, à l'extérieur de l'eau, je m'excuse, sur la Terre. Donc, elle a comme développé une tactique pour toujours faire face à son prédateur et elle va projeter son cou télescopique qui peut être très très long, hein. Il peut aller jusqu'à la moitié là, de sa dossière sur les côtés. Donc, c'est pour ça que je vous invite à ne pas la prendre. Elle est capable d'aller chercher vos petits doigts très loin. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'elle est plus agressive. C'est qu'elle est vraiment vulnérable. Donc, elle se protège comme ça en faisant toujours face à son prédateur et en projetant son cou et en ouvrant son bec, hein. Vraiment, paraît-il que ça peut sectionner un manche à balai en bois. Donc, moi, je ne l'ai pas essayé personnellement, mais je l'ai déjà vu être fâché sur terre. Donc, ouais, je vous recommande pas d'essayer. Mais comme on peut voir, par contre, hein, pour vous rassurer, comme on peut voir sur la photo en bas à gauche, avec un petit sourire, elle est beaucoup plus charmante dans l'eau. Donc, inquiétez-vous pas s'il y en a dans les lacs où vous vous baignez. Elle ne va pas venir nécessairement vous attaquer là, loin de là. En fait, d'habitude, ils sont assez tranquilles dans l'eau. Se sentent très à l'aise. Donc, elles vont juste nager plus loin, se cacher souvent dans la végétation ou dans la vase. Donc, n'ayez crainte. Donc, un peu comme je vous ai mentionné, là, la tortue serpentine se défend très bien en étant une adulte, hein, en étant grande, mais quand elle est petite, déjà, la prédation commence dans le nid. Donc, c'est bon pour un peu presque toutes les tortues, mais la tortue serpentine, entre autres, là, il y a une prédation d'environ 90% des nids. Donc, ça arrive qu'on voit des coquilles là, ouvertes. La prédation des nids est très, très fréquente chez les tortues. Donc, les renards, les ratons laveurs, même les moufettes vont manger les œufs. Et quand ils sont tout petits aussi, là, il y a d'autres tortues qui peuvent manger d'autres tortues. Il y a du cannibalisme qui se fait dans les espèces de tortues, là. Il n'y a pas vraiment de soins parental, là. La maman pond les œufs et elle s'en va. Elle pourrait manger un petit bébé puis elle ne le saurait pas. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de prédation là, au niveau des petits. C'est vraiment juste quand elle va devenir grande qu'elle est plus capable de se défendre contre les prédateurs. Donc, la tortue serpentine, elle est très présente dans la zone de gestion du Kobali. Pour ceux et celles qui y habitent, vous en avez peut-être même déjà croisé. Et elle a une préférence là, pour les habitats vaseux, les marais, mais elle est très généraliste, là. Donc, on peut la retrouver dans toutes sortes d'habitats. Maintenant, la tortue des bois. Donc, la tortue des bois, c'est la plus terrestre de toutes nos tortues d'eau douce du Québec. Elle a un plastron orangé là, qui peut avoir des taches un peu dessus. Elle va avoir une dossière grise, comme on peut voir sur les photos. Elle est grise et elle a comme des anneaux de croissance, un peu comme les arbres. Euh, donc, ça, c'est quand même une bonne façon de la distinguer des autres, mais son beau petit cou orange-jaune aussi la distingue beaucoup, sauf quand elle est camouflée, comme sur la photo à droite. C'est comme camouflée, on dirait qu'elle ne voulait pas se faire reconnaître. Donc, elle, sa dossière va atteindre environ 25 cm de long. Elle fréquente les rivières méandreuses qui sont bien oxygénées, là, majoritairement pour l'hibernation, parce que comme je vous ai mentionné, elle est très terrestre. Là, on peut la retrouver dans les forêts, dans les champs agricoles, dans les clairières et plusieurs autres lieux moins habituels là, qu'on ne verrait pas nécessairement les autres espèces de tortues. Donc, la tortue mouchetée et la tortue des bois, la tortue mouchetée, on va la voir un peu plus tard, là, sont les seules qui vont vraiment pouvoir s'alimenter hors de l'eau. Donc, ils vont manger pas nécessairement des espèces aquatiques.
Parlant de nourriture, ben celle-là, elle a un menu très, très varié, hein. Le plus varié de tous, je dirais. Comme je vous ai déjà mentionné, elle mange des petits vers de terre, mais elle peut aussi manger des insectes, des champignons, des fleurs, des escargots, des poissons morts aussi, comme certaines de ses consoeurs. Même si elle s'alimente à l'extérieur de l'eau, même si elle est capable, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'alimente jamais dans l'eau. Donc, elle, contrairement à la majorité des autres espèces de tortues, le sexe des bébés est génétiquement déterminé. Fait qu'il n'y a rien à voir avec la température ambiante du nid. Fait que ça, c'est vraiment, c'est bon pour certaines espèces, puis il y a d'autres espèces qui sont différentes. Et étant davantage terrestre, elle est la proie de d'autres prédateurs que les autres espèces de tortues le sont peut-être un peu moins. Notamment là, des petits mammifères carnivores comme les belettes, hein. Même si elle est capable, elle, de se cacher quand même à l'intérieur de sa carapace, il y a des petits mammifères qui sont des petits prédateurs qui sont très agiles aussi. Donc, ça peut arriver sans que ça soit la mort d'un individu qui va leur manquer des morceaux. Fait que des fois, il peut y avoir une tortue qui manque un bout de queue, de patte. Donc, elles peuvent se faire prédater de différentes façons. Aussi, étant jolie et docile, il semblerait que la tortue des bois a une menace additionnelle, le braconnage. Donc, elle pourrait se faire garder en captivité et domestiquer en animal de compagnie malgré elle. Donc, c'est quand même une menace qui est connue, qui est notée. Donc, je vais en reparler un petit peu plus tantôt là, par rapport à garder des tortues en animal de compagnie. Je vais clarifier le tout avec vous tantôt, là, mais on peut pas faire ça. Donc, la tortue des bois est présente dans la zone de gestion du Cobali aussi. Pardonnez-moi, il y a des mentions qui ont été faites dans les environs de Sainte-Anne-du-Lac, des confirmations là, dispersées un peu dans la MRC d'Antoine Labelle, mais à Lac-du-Cerf, à Kianica, à Mont-Laurier, à Ferme-Neuve, à Lac-Saint-Paul et à Sainte-Anne-du-Lac, comme je vous ai mentionné. Donc, nous avons maintenant la tortue géographique. Celle-là elle porte bien son nom, mais là, c'est difficile à voir sur mes photos. J'avais pas beaucoup de photos parce qu'on ne la voit pas souvent. Mais sur sa carapace, elle a vraiment comme des petites courbes topographiques, un peu comme sur une carte géographique, hein, sur une carte. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle la tortue géographique. Elle a des lignes jaunes un peu là, qui parcourent son cou, sa tête et ses pattes, hein, comme on peut voir sur les photos ici. Sa dossière peut atteindre environ 27 cm de long et les mâles sont généralement 2 fois plus petits que les femelles. Donc ça, on appelle ça un dimorphisme sexuel qui est prononcé, hein. Vous n'êtes pas obligé de retenir ça encore une fois, mais comme ça, si vous avez des mots à plugger. Donc, c'est une grande consommatrice de moules, de gastéropodes et de crustacés, hein. Son bec est fort, est capable de briser les coquilles avec son bec. Donc, elle aussi, vous pouvez peut-être faire attention à vos petits doigts. Donc, de toute façon, c'est toujours mieux quand on voit une tortue, même si on a envie de la prendre, de ne pas la prendre, hein. On les laisse tranquilles. C'est toujours mieux de les observer de loin. Elle se retrouve presque uniquement dans le fleuve Saint-Laurent et dans ses tributaires, hein, donc en amont de l'archipel des îles de Montréal et au lac Champlain, qui est à la frontière entre le Québec et les États-Unis, dans le sud du Québec. Donc, c'est environ 12 populations là, qui se retrouvent dans le Québec qui sont connues. Donc, il y a toujours ça aussi. Elle fréquente les grands plans d'eau, les rivières et surtout les grandes baies à proximité d'eau plus profonde quand même pour aller se nourrir. Donc, la tortue géographique a été signalée et aperçue par nos collègues de l'Agence de bassin versant des Sept cet été, dans la limite avec la zone de gestion du Cobali, donc dans les environs là, de la ville de Gatineau. Donc, il est fort probable qu'elle fréquente la zone de gestion du Cobali occasionnellement. On a la tortue musquée maintenant. La tortue musquée est la plus petite de nos espèces de tortues. Elle fréquente le territoire québécois elle aussi, bien entendu, et elle ne dépasse pas le 14 cm de long environ. Donc, elle est vraiment plus petite que les autres. Sa dossière est bombée, hein, comme on peut bien voir sur la photo du haut. C'est quand même quelque chose qui est distinctif de cette espèce-là. Elle est d'une coloration plutôt foncée quand même, hein, variant des tons de beige, de gris, de brun. Elle a des petits barbillons un peu sur le menton, un peu comme une barbotte là, sur les côtés de sa bouche, ce qui va être distinctif aussi. Elle vit dans les ruisseaux, les marais, les étangs, surtout des endroits où il y a beaucoup de végétation aquatique.
Elle passe la grande majorité de sa vie dans le fond de l'eau, donc elle est très difficile à apercevoir. Et elle aussi porte bien son nom parce que, elle s'appelle ainsi parce qu'elle produit un liquide très odorant qui sert à repousser en fait les potentiels prédateurs, donc une espèce de liquide très musqué. Donc, il y a une odeur très forte. Comme je vous ai mentionné, là, elle est quand même plutôt rare au Québec. Il y a quelques mentions qui ont été faites dans la rivière des Outaouais, dont la première là, au Québec qui a eu lieu dans la baie McLaurin, là, quand même dans les années 80. Ça fait un petit temps, mais quand même, donc elle a déjà été aperçue à proximité de la zone de gestion du Cobali. La tortue mouchetée. Donc, la tortue mouchetée a un cou jaune très distinctif. Elle a une carapace mouchetée, hein, elle porte bien son nom, elle aussi. Donc, il y a des grosses taches sur son plastron et des plus petites taches sur sa dossière. Elle va à peu près atteindre 27 centimètres aussi. Donc, elle fréquente toutes sortes d'habitats, étant même aussi capable de vivre plutôt terrestre, là, comme que je vous ai mentionné un peu auparavant. Elle pourrait là, se contenter d'un fossé relativement profond là, où elle a un petit peu d'eau. Donc, vraiment, est assez terrestre. Au Québec, elle se retrouve presque exclusivement dans la région de l'Outaouais. Donc, sinon, elle fréquente aussi les alentours des Grands Lacs. Il y a eu quelques petites mentions quand même isolées qui ont été faites au Québec ailleurs, mais c'est majoritairement son aire de répartition. C'est pas mal les Grands Lacs et une partie dans l'Outaouais. C'est une espèce de tortue qui se retrouve uniquement en Amérique du Nord, donc ça c'est intéressant. Et elle se nourrit d'écrevisses, d'insectes aquatiques, de sangsues, ça c'est toujours le fun, hein? On se souvient que les tortues vont faire une espèce de ménage dans les zones aquatiques. Ben, des sangsues, c'est jamais le fun, fait que on en profite qu'il y en mange. Et il semblerait qu'elle peut atteindre l'âge de 90 ans. Donc, quand même, c'est très impressionnant. J'ai oublié de mentionner, mais la tortue serpentine pourrait vivre environ jusqu'à 70 ans. Donc, ça aussi, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc, finalement, la tortue molle à épines, la plus facile à reconnaître et la plus rare. Donc, c'est vraiment une tortue qui est sans carapace osseuse et sans écailles, hein, comme on peut voir. Sa carapace s'apparente plus à du cuir. Elle peut atteindre en fait 40 centimètres de longueur, donc elle est quand même assez grande, mais elle est très, très rare. Donc, si vous en voyez, vous êtes très, très, très chanceux et chanceuse. Elle est aussi la seule représentante de la famille des Trionychidés. Donc, je ne vous demande pas encore une fois de vous en souvenir, mais c'est un bon mot à s'en souvenir pour jouer au Scrabble. Donc, elle a une allure très unique là, avec son petit nez en trompette, sa carapace en cuir. On ne peut pas vraiment se tromper quand on en voit une comme ça. Elle est en situation très précaire au Québec, hein. Il resterait qu'une seule population connue en fait en milieu naturel. Ils sont surtout dans le sud du Québec, donc dans le bassin versant là, même du lac Champlain. Donc, selon les données actuelles, là, avant, on la retrouvait dans la rivière des Outaouais, le lac des Deux-Montagnes, le fleuve Saint-Laurent et la rivière Richelieu. Mais désormais, non, quand même, c'est plus quelque chose qui se fait, paraît-il. Elle fréquente plusieurs types d'habitats différents, donc des ruisseaux, des rivières, des lacs, des étangs, des baies marécageuses avec beaucoup de végétation aquatique, elle aussi. Elle va se nourrir principalement d'écrevisses et d'insectes aquatiques. Et elle pond pas beaucoup d'œufs. En fait, j'ai pas parlé beaucoup du nombre d'œufs pondus. On va en parler un petit peu plus un peu plus tard, mais elle pond pas beaucoup d'œufs, donc entre 10 et 15 œufs. Donc, c'est pas beaucoup, c'est pas un nombre très élevé. Et les sites de nidification sont souvent situés proches de la rivière, donc proche de l'eau, excusez, sur la rive à environ 10 mètres de l'eau. Donc ça rend quand même les nids vulnérables à la variation de l'eau et aux activités humaines hein, quand même. Donc, il y a aussi le fait que sa carapace ne soit pas osseuse, hein, très solide comme les autres. Elle est très, très vulnérable aux collisions avec des embarcations, en fait. Pas que les autres espèces ne le sont pas, parce qu'elles le sont aussi. Ça peut leur faire des blessures sévères, mais chez celle-là, chez cette espèce-là, ça peut être des blessures mortelles, en fait. Donc, pour passer un petit peu aux menaces qui guettent les espèces de tortues d'eau douce qu'on a au Québec, eh bien, il y a la mortalité routière, la perte d'habitat et la prédation excessive. Donc, il y a beaucoup de différentes menaces quand on les additionne. Ça fait un grand nombre, vraiment, là. Donc, la plus importante, c'est
On dirait que c'est pas mal la mortalité routière de ce qui ressort le plus. C'est difficile encore une fois de savoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de données, donc ça, c'est moins évident. Mais c'est quelque chose qui arrive souvent. Et comme c'est souvent des femelles qui sortent, en fait, des femelles matures qui sortent pour pondre, et ça fait une grande impact, en fait, un impact très important dès qu'il y a une mortalité routière là, sur la population complète. Parce que ça peut être long, là, comme on a vu précédemment, la maturité sexuelle est acquise très tard. Donc, ça peut être très long avant qu'il y ait d'autres femelles pour pouvoir remplacer cette mortalité routière-là. Et comme on a vu dans l'anatomie de la tortue, une tortue contre une voiture n'a pas beaucoup de chances de survie. Donc, si sa carapace est très endommagée, même moindrement endommagée, ça l'expose ses organes à l'air. Donc, il n'y a pas beaucoup de chances qu'elle puisse survivre à une collision avec une auto. Et souvent, il va y avoir des échanges. En fait, entre des milieux humides, quand la tortue va se déplacer pour aller pondre ou pour se nourrir, elle va souvent traverser la route. Et on sait que des fois, on a tendance à dire pourquoi elles sont là, mais il faut se rappeler que la tortue, elle, n'a pas nécessairement le réflexe de penser que de traverser une route pourrait être très dangereux pour elle. Donc, c'est quelque chose qui peut, en fait, vous pouvez agir sur ça aussi, toujours en étant très, très sécuritaire, mais d'aider une tortue à traverser sécuritairement la route, c'est quand même une des actions les plus concrètes que vous pouvez poser pour essayer de protéger les tortues. Donc, c'est sûr de toujours le faire sécuritairement. Là, vous allez voir, mon collègue Benoît a aussi mis le lien de carapace.ca que je vais vous parler juste un petit peu après. Ça vous donne des trucs, ce site-là. C'est une initiative là, de conservation de la nature Canada. Et ça vous donne des trucs pour comment procéder justement au déplacement d'une tortue d'un côté de la route à l'autre de façon sécuritaire toujours. Hein, on ne met pas notre vie en danger. Et de comment la manipuler donc sécuritairement. Et ne pas oublier que les tortues sont des reptiles et sont porteurs ils peuvent être porteurs de la bactérie de la salmonelle. Donc, si vous jouez avec des tortues, lavez vos mains après. C'est très, très important. Donc, se souvenir que la mortalité routière, ça peut avoir un impact très, très, très important sur les populations de tortues et un impact qui est à long terme, justement, étant donné que l'âge de maturité sexuelle est très tardive. Donc aussi, on peut croiser des coquilles vides, comme je vous ai parlé, la prédation très excessive, c'est environ 1% là, des œufs qui vont devenir des tortues adultes. Donc, c'est à s'en rappeler aussi, ce qui est quelque chose de naturel, mais quand même, les activités humaines ont tendance euh, à venir faire augmenter certaines populations de prédateurs comme les moufettes, les ratons laveurs. Hein, quand même, les ratons laveurs vont venir beaucoup, et il y en a de plus en plus. Donc, ça, c'est des grands prédateurs des œufs de tortue. Et aussi la perte d'habitat. Donc, ça, c'est très, très, très important, la perte d'habitat. Vous avez peut-être remarqué, mais les habitats des tortues, c'est les milieux humides et hydriques. Donc, il y a eu des grandes pertes d'habitat par le passé, mais ça arrive encore. Donc, c'est à protéger. Et des fois, des sites de ponte aussi. Hein, un site de ponte idéal pour une tortue peut être une sablière. Donc, des fois, il faut se rappeler aussi que un chemin en terre peut être un site de ponte idéal pour une tortue, une sablière. Donc, il y a beaucoup, ça a déjà été vu, là, des tortues qui viennent pondre sur un site de construction d'une maison. Donc, c'est à garder l'œil ouvert quand même. Parlant aussi des prédateurs, il ne faut pas oublier que les chiens sont des fois des prédateurs de tortues, même si c'est très gentil, les chats aussi. Donc, ça, c'est une action que les humains ont aussi sur les populations des tortues. Donc, les collisions avec les bateaux aussi, comme je vous ai mentionné un petit peu, ça peut blesser des tortues. Donc, quand même, c'est tout à garder un petit peu en tête qu'il y a beaucoup de menaces qui guettent les tortues. Finalement, donc les statuts de précarité, là, je vais aller un petit peu plus vite. J'ai vu l'heure avancer. Il y a beaucoup en fait, toutes nos espèces de tortues ont un statut de précarité. Donc, rapidement, là, la tortue molle à épines est considérée comme étant menacée selon la loi sur les espèces menacées et vulnérables du Québec. La tortue musquée également est menacée. Pour celles qui peuvent se retrouver en fait dans les bassins versants du Cobali, la tortue des bois est considérée vulnérable au Québec et menacée au Canada. La tortue serpentine et la tortue peinte sont considérées comme préoccupantes au Canada. Elles n'ont pas de statut actuellement au Québec, mais ça peut varier très rapidement. Donc, on ne souhaite pas que ça vienne à ça.
la tortue géographique est considérée vulnérable au Québec, préoccupante au Canada, et la tortue mouchetée est menacée au Québec et au Canada. Donc, je vous ai rapidement mentionné là, qu'on ne pouvait pas garder en captivité des tortues sauvages parce que toutes les tortues d'eau douce du Québec sont considérées protégées par la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Donc, c'est interdit à toute personne de les chasser, de les piéger, de les capturer, de les garder en captivité et de les vendre. Il est illégal de garder en captivité une tortue ou de tuer une tortue sauvage au Québec. Donc, sachez-le, même si ça découle de bonnes intentions, que vous avez trouvé une tortue blessée ou quoi que ce soit, eh bien, gardez en tête que vous ne pouvez pas la garder en captivité. Finalement, euh, comme ça, je vous ai montré un petit peu que les tortues sont menacées, en fait, que leur population ne vont pas très bien présentement au Québec. Et ben, c'est pour vous présenter d'autres espèces fauniques aquatiques qui ont un statut de précarité et qui se retrouvent dans la zone de gestion du Cobali. Parce que des fois, quand on connaît les choses, hein, on va porter peut-être une attention plus particulière quand on se promène à l'extérieur, quand on fait de la randonnée. On va peut-être euh, vouloir apprendre à connaître, à identifier ces espèces-là et à les protéger parce que vraiment, sans mettre une pression sur les citoyens, mais vous êtes les premiers acteurs pour protéger les habitats de ces animaux-là. Donc, si on a envie de les garder proches de chez nous, de pouvoir les observer, on est les premiers à pouvoir agir pour les conserver. Donc, je voulais faire un petit tour rapidement pour vous les montrer. Des fois, on ne les connaît pas. Donc, des espèces à statut qu'on peut retrouver dans la zone de gestion du Cobali. Eh bien, on a le pigargue à tête blanche qu'on peut voir quand même souvent un peu partout dans le territoire. On a le petit blongiot, donc c'est vraiment, j'y vais en ordre d'apparition, donc de gauche à droite. Le petit blongiot, on va le retrouver dans le sud du bassin versant de la rivière du Lièvre et potentiellement dans la rivière Blanche aussi. Donc, on a l'hirondelle de rivage qui est en haut. Elle va nicher là, vraiment dans les bancs de sable, en fait, qu'on peut voir les petits trous qu'elle fait sur les bords des rivières. On a le troglodyte à bec court, qui est le petit oiseau jaunâtre qu'on voit ici. À côté, on a la guifette noire, qui est une espèce candidate qu'on va retrouver aussi dans le sud du bassin versant. Là, je m'excuse, je sais que des couleuvres, ça fait pas la chair, ça fait pas la joie de tous et de toutes, mais elles sont très, 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 très importantes pour des écosystèmes vraiment, là. Elles font, gardez en tête, là, essayez de vous souvenir qu'elles font un très grand contrôle de petits mammifères comme ce qu'on appelle la vermine, donc les petites souris, et etc. Elles font un très grand contrôle de ça. Et ces petits mammifères-là peuvent être des fois porteurs de virus et de bactéries. Donc, on ne les veut pas nécessairement dans nos maisons. Et c'est vraiment, là, les couleuvres font un grand contrôle de celles-ci. Donc, on essaie de les aimer quand même. Et rappelez-vous, là, il n'y a aucune couleuvre qui peut être, qui ont un poison ou quoi que ce soit, qui peuvent être dangereuses pour vous au Québec, là, donc sont plus faciles à aimer dans ce temps-là. Donc, en haut, de gauche à droite, encore une fois, on a la couleuvre tachetée, au centre, la couleuvre d'eau du Nord. À droite, on a la couleuvre à collier du Nord. Après, pour les poissons, on a le chafou des rapides qui se retrouve dans le coin de Notre-Dame-du-Lot et dans la rivière des Outaouais. Euh, on a le crapet du Nord qui est dans le sud du bassin versant. Au bout, on a l'omble chevalier Okassa qui est présente dans quelques lacs de la zone de gestion quand même. Donc, c'est une espèce pêchée. Donc, ça vaut la peine de porter attention parce qu'elle a aussi un statut. Donc, ça peut être intéressant de faire attention aux populations. Très, très important. Au bout, en bas à gauche, je m'excuse, on a le chabot de profondeur qui est présent au lac des Écorces. Donc, c'est un poisson particulier qui est une relique de la dernière ère glaciaire, comme l'omble chevalier Okassa, en fait. Mais le chabot de profondeur, on le retrouve dans moins d'une centaine de lacs au Canada. Donc, c'est quand même particulier. À côté, on a le feuille roche gris qui est un petit poisson qu'on retrouve aussi dans le sud du bassin versant. Et on ne voit pas les photos parce que je n'avais pas d'image, mais on a le cisco de printemps qui est très, très particulier. Presque l'unique population dans le monde se retrouve au lac des Écorces. Donc, lui aussi, hein, à protéger, très, très important. On a la barbotte jaune qui se retrouve à Notre-Dame-du-Lot et dans le sud du bassin versant. Et on a la tortue des bois qu'on a vue qui se retrouve à quelques endroits dans la MRC d'Antoine Labelle.
et la tortue géographique qui se retrouve dans le sud de la zone de gestion. Donc, nous sommes arrivés aux questions. Pour ceux et celles qui aimeraient en connaître davantage, là, il existe plusieurs guides d'identification. Je vous invite aussi à aller visiter les sites mentionnés, donc carapace.ca, l'Atlas des amphibiens et reptiles du Québec. C'est très, il y a une foule d'informations très, très importantes, très intéressantes, je m'excuse. Et si vous avez des questionnements, inquiétez-vous pas, on va pouvoir y répondre. Aussi, si vous avez des suggestions pour la tenue d'autres webinaires, de projets, d'articles, n'hésitez pas, on est là. Ça nous ferait très plaisir si vous aviez des suggestions. Et aussi, pour faire du pouce un petit peu sur un prochain webinaire qu'on va avoir prochainement, là, très, très bientôt. Il va porter sur les espèces exotiques envahissantes que l'on retrouve dans notre territoire de gestion, en fait, dans notre zone de gestion. Donc, pour ceux et celles aussi qui aimeraient avoir les sources, donc il y a une médiagraphie qui a été faite, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questionnements. Donc, je suis disponible pour les questions et n'hésitez pas aussi à nous réécrire si jamais. Donc, je vous remercie pour votre participation et comme que je dis, n'hésitez pas, là, vous pouvez prendre la parole aussi pour les questions si vous en avez, là. Vous pouvez également les écrire dans le chat. Benoît va pouvoir faire le lien. Je pense que tu l'as mentionné, Marie, mais je voulais juste rappeler qu'il existe une carte interactive là, Ah oui. pour visualiser les espèces en péril. C'est nouveau de cette année. Là. Si vous googlez carte espèces en péril Québec, là, quelque chose du genre, vous allez trouver une carte interactive où vous avez les mentions des espèces. Il n'y a pas toutes les informations. Des fois, pour le grand public, c'est pas tout indiqué dans le détail, mais vous savez là, quelle espèce se retrouve où. Là. Fait que c'est super intéressant. Là, avant, c'était des informations qui étaient difficiles à avoir, mais maintenant, c'est rendu libre d'accès là, pour le grand public directement sur une carte interactive. Fait que c'est vraiment intéressant. Là. Vous pouvez voir toutes les espèces dont Marie vous a parlé sur une carte. Là. Et le lien a été mis, là, je m'excuse, j'ai oublié de le mentionner, mais le lien a été mis dans la conversation de la présentation, justement pour cette carte-là. Donc, On a deux questions, Marie. oui, Je pense que c'est Joanne Minot qui avait levé la main en premier, puis après Pierre Reich. parfait. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. C'était très, très intéressant. Moi, ma question, c'est quand vous avez parlé de poissons menacés, je crois, moi, j'aime la pêche. Est-ce à dire que, il y a des protocoles de remise à l'eau? Est-ce qu'il y a des interdictions? Comment on fait attention quand on va à la pêche? C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'informations par rapport à ça sur les sites du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, OK. MELCC, là, pour faire court. Oui, Il va y avoir là, des informations par rapport aux interdictions et aux restrictions selon la zone dans laquelle vous vous trouvez. Et selon l'espèce, c'est sûr qu'il y a peut-être d'autres informations là, ou d'autres sources. Pierre-Étienne peut faire du pouce sur ce que j'avance sur cette question. Ouais, ben là, j'imagine que c'est surtout pour les poissons. Donc, c'est sûr que les quotas de pêche sont toujours en lien avec les statuts de protection. Là. Fait que il ah, faut regarder la liste des espèces, puis il y en a ah. certaines que vous n'avez pas le droit de pêcher, en fait. Là. Parce dont, que dont, entre Madame, autres, là, au lac des Écorces, c'est complètement interdit de pêcher un cisco de printemps, par exemple, là, parce que il y a un statut très élevé de protection. Là. Donc, mais normalement, parfait. c'est arrimé, là. Et vous pouvez pas avoir un quota pour une espèce qui serait interdite. Mais par contre, si on prend l'exemple de l'ombre chevalier au Casa, qui ressemble un peu à une truite mouchetée, Oui, c'est permis de le pêcher. Il y a des quotas. S'il est sur la liste, puis il y a un quota qui est attribué, puis votre lac en question n'est pas dans une liste d'exception, ou en tout cas, faut oui, bien oui, je viens de regarder votre comprendre. lac, là. Mais Oui, l'ombre chevalier, entre autres, c'est une espèce qui est à statut, mais qui est quand même permis de le pêcher là, jusqu'à réserve d'un certain quota là, journalier. Là. parfait, je vais suivre le guide, effectivement. Merci beaucoup. Euh, oui,
Oui, bon, bravo, bravo, on en apprend tout le temps. Bien aimé ta nous, de la carapace, puis voir l'ossature de la tortue, ça m'a impressionné, puis ça m'a fait penser que moi, quand elle grattait mon roman, elle était vraiment dans. Et tu peux, moi, je l'ai projeté sur mon écran ici à la télévision, et parfois les photos sont comme si lorsque vous faites des présentations comme ça, on fait comme un art de cinéma ici, et c'est plus facile quand les photos sont un peu plates. Bravo encore. J'ai pas tout compris. J'entendais pas très bien, peut-être avec le micro, là. Mais si Ah, jamais. je vais m'apprendre. Il y avait deux éléments. Le premier OK, élément, c'est que je vous remercie. Bravo pour la présentation. merci. Et puis, la présentation, on l'a faite en mode cinéma. Vous m'entendez bien? Là? Oui, je t'entends un petit peu mieux. Oui, OK. Et, en faisant ça en mode cinéma, bon, on est plus loin. Donc, s'il y avait possibilité de mettre de plus grandes photos, ça serait mieux. Ah, OK, OK. Ben, pour ceux qui projettent devant l'ordi, c'est parfait. Là, ben, on est peut-être plusieurs ici là, qui regardent ça. Ah, Donc, OK. une petite suggestion comme ça. Sinon, tout est bien. Tout est bien. Ben oui, je vais le noter. Parfait, merci. C'est tout. Il y avait une question dans le chat de Pierre Pontbriand. Est-ce que la tortue à oreilles rouges a déjà été répertoriée dans le territoire? Je ne crois pas qu'elle a déjà été répertoriée à date dans le territoire du bassin versant de la rivière du Lièvre. C'est vrai que j'en ai pas vraiment discuté. Là, j'ai manqué un petit peu de temps, dois-je dire, là, mais la tortue à oreilles rouges, c'est une espèce exotique envahissante, en fait, qui a été domestiquée dans le temps, surtout des tortues ninja. Donc, quand c'était à son sommet de popularité, il y a eu beaucoup, beaucoup de tortues qui ont été importées des États-Unis et qui ont été vendues par l'entremise des animaleries. Il y en a qui ont été, paraît-il, relâchés dans la nature, là, pour ceux et celles qui sont moins familiers avec la tortue à oreilles rouges. Euh, c'est une tortue qui a été capable jusqu'à présent de survivre quand même parce que au Québec, là, même à l'hiver québécois, ça a pris un certain temps avant qu'elle soit capable, là, mais euh, paraît-il qu'elle n'est pas capable à date de se reproduire ici au Québec parce que le climat est différent, mais bon, peut-être que ça l'a changé depuis mes dernières informations. Mais non, elle n'a pas été répertoriée à date sur le territoire du Cobali. Pas que je sache en tout cas. Je sais que c'était plus, je pense qu'il y avait eu des mentions dans le coin de la Montérégie, peut-être, là, si je ne me trompe pas. Donc, la morale, c'est on n'a pas le droit de garder des tortues sauvages en captivité, puis on n'a pas le droit de relâcher des tortues d'animalerie dans la nature. C'est ce qu'il faut retenir. Effectivement. Et pensez-y longtemps avant d'adopter une tortue domestique parce que ça vit très, très longtemps. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui ont été relâchés en nature parce que les gens n'étaient pas prêts à ce qu'elles vivent aussi longtemps que ça. Est-ce que c'est vrai que les tortues qu'on achète justement là, dans les pet shops peuvent causer des maladies? Oui, paraît-il que justement, c'était un problème avec la tortue à oreilles rouges parce que comme elles ont grandi, là, elles ont des aires de répartition très différentes, elles peuvent être exposées à des maladies différentes des tortues que nous, on a ici au Québec, par leur alimentation, par leur mode de vie, par leur environnement. Donc, elles pourraient là, exposer les tortues d'eau douce qu'on a ici à des maladies, des virus différents de celles qu'on a. Donc, c'est vrai que dans certains cas, ça pourrait être une menace, effectivement, là. Merci. Ma deuxième question, je fais partie d'une association d'un lac dans la région et la crainte des gens de rapporter une espèce de tortue serait de protéger une partie de l'eau
en fait, que ce soit d'un coin dans un lac ou là où la tortue a été vue, ben, on limiterait la navigation. Fait que les gens ont peur de rapporter la présence de tortues. Je crois que ça serait, en fait, ça serait difficile de protéger. À date, c'est pas quelque chose qui est très, c'est pas une méthode qui est nécessairement très répandue ou connue là, de protéger vraiment le secteur où la tortue a été vue pour, par exemple, une tortue serpentine ou quoi que ce soit dans l'eau. C'est sûr que les espèces qui ont des statuts, ça peut être particulier, là. Ça pourrait être que, sans que ce soit nécessairement des zones dans un lac de protégé et que la navigation y est interdite, là. Euh, Par exemple, la tortue des bois, nécessairement, là, c'est sûr que connaissant son aire de répartition, il pourrait peut-être avoir encore là, c'est très, c'est très difficile, là, comme on peut voir dans l'actualité, c'est très difficile de faire stopper des développements par rapport à des espèces fauniques, même s'ils ont un statut. Mais donc, je ne crois pas que c'est nécessairement une crainte que les gens devraient Bon, avoir, là, que plusieurs lacs ont une rivière bon, où on peut aller d'un lac à l'autre. OK? OK. On prend une rivière, on s'en va sur un autre lac. Dans cette rivière-là, on aperçoit, entre autres, la tortue des bois, comme tu précisais. OK. Mettons que je t'envoie une photo ou je la rapporte finalement. Ben, c'est ça, c'est que les gens disent, ben, si tu la rapportes, ben, ils vont nous priver de cet accès-là sur la rivière. OK, je comprends. Mais pour, Et- tu sais, on a Je déjà dit veux que la pas misère du t'embêter. monde, Pardon? pour ce qui est de la navigation, là, honnêtement, pas grand crainte à y avoir, là. C'est extrêmement compliqué de réglementer la navigation, là, on le sait, souvent c'est fédéral plus que d'autres choses. Puis j'ai jamais Mhm. entendu parler d'un plan d'eau qui a été fermé à la navigation pour une tortue, là. Donc, Et- ben, c'est une très bonne réponse à donner. Mais où on peut prendre la référence, ça, si je réponds, donnez-moi un endroit où un plan d'eau a été fermé à cause d'avoir vu une tortue, là. Ça serait une très bonne réponse à leur donner. par contre, si vous voulez nous le signaler à nous, ça nous intéresserait beaucoup, par exemple. Si vous avez des photos ou des signalements, là. D'accord. Il y a deux mains levées. Joanne Minot. Oui, comment on peut faire justement pour appuyer ce que vous faites? Moi, je participe à titre de citoyenne, quelle est l'aide qu'on pourrait vous apporter? Justement, vous venez de parler de signalisation, oui, ou des choses comme ça. Par rapport aux tortues, oui, vous pouvez justement signaler des tortues quand vous les voyez, autant vivantes que mortes, là, malheureusement. Vous pouvez les signaler, ça c'est d'une très grande aide là, pour côté sciences citoyennes, justement, comme je mentionnais tantôt. Il y a des sites là, que vous pouvez faire un signalement qui est quand même simple, là, donc carapace.ca, que le lien a été mis là, dans la conversation. Vous pouvez leur remplir un petit questionnaire juste pour savoir où vous avez aperçu la tortue et je pense qu'il demande aussi des photos là, pour pouvoir bien valider en fait l'identification de la tortue. Donc ça aide à savoir un peu la population, dans quel coin on peut les retrouver. Donc plus il y a de signalements, mieux l'idée, mieux le portrait là, se brosse. Excellent, merci. Par contre, juste préciser, c'est toujours intéressant si, surtout si vous êtes sur notre territoire, là, c'est tout le temps intéressant pour nous d'avoir le signalement en parallèle. Même on peut se charger de faire le signalement au gouvernement pour vous, parce que des fois, l'information s'en va dans des bases de données, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, nous, on va y avoir accès instantanément, là. Fait que, à la limite, tu sais, vous pouvez passer par nous, puis nous, on fera les signalements tu sais, à carapace pour le gouvernement, mais on aura aussi l'information, là. Parce que des fois, quand ça va dans une base de données, ça peut prendre un certain temps avant que les Oui, oui. intervenants de terrain y aient accès, là.
Oui, je comprends exactement. Puis, moi, je suis près du parc de Plaisance en Outaouais, mais ce parc-là, il est déjà, je sais pas comment ça s'appelle, là, un parc national ou quelque chose comme ça. Eux, ils font déjà ces prélèvements-là. Oui, il y a un suivi qui se fait quand même là, au niveau des populations de tortues, mais c'est pas de faire un vrai suivi rigoureux des populations de tortues, c'est très coûteux et ça prend beaucoup de gens à faire ça, en fait, là. Donc, c'est sûr que eux, les employés, vont pouvoir les signaler, etc. Ils suivent quand même un peu les populations, mais vous pouvez toujours le faire aussi et leur signaler à eux aussi, en fait, À là, eux. justement, c'est toujours apprécié ou même à l'organisme de bassin versant aussi. Le plaisance, ça tombe pas dans notre zone de gestion, mais vous pouvez le faire aussi à votre organisme de bassin versant. Comme Pierre-Étienne le disait, nous, c'est vraiment des renseignements et des informations très, très importantes pour nous. Ça nous permet de potentiellement faire des projets et avoir des informations aussi là, directement du terrain. Parfait, j'en prends bonne note. Merci beaucoup. De rien. Il y avait M. Pontbriand aussi. Ben, je voulais juste intervenir suite à Madame, j'oublie le nom, Dicker, je pense. Au Québec, on n'est pas très chanceux au niveau des interdictions qu'il pourrait y avoir face aux espèces en péril, peu importe que ce soit végétal ou animal. Il y a à peu près seulement dans les aires protégées publiques et dans les aires non protégées publiques où, en principe, selon la loi, il pourrait avoir certaines interdictions puis des suivis. Mais en terre privée, on n'a jamais vu quelques mises en place d'interdictions pour aucune espèce. Les seuls cas où c'est arrivé, c'est les 2 décrets fédéraux parce qu'il y avait des constructions dans un habitat essentiel de René Faugrillon en particulier. À part de ça, là, il n'y en a pas d'application des interdictions ou de quoi que ce soit. Ça fait qu'il n'y a absolument aucune crainte à y avoir à faire à donner une observation là, sur Carapace ou l'Atlas des amphibiens reptiles. Même que puis pour les plantes, c'est pareil. Alors, je voulais juste dire ça. Peut-être qu'éventuellement, ça va changer, mais c'est pas avec le gouvernement actuel que ça va changer. Mais encore là, excusez-moi, j'interviens là, mais c'est important de signaler puis vraiment d'essayer de les identifier aussi. Entre autres, là, pour la tortue des bois, c'est une espèce qui à date là, vraiment dans la MRC d'Antoine Labelle, dans notre zone de gestion. On a quelques mentions sur un énorme territoire, là, des mentions isolées. C'est très difficile de savoir est-ce qu'il y a vraiment une population viable, Et- est-ce qu'il y a encore des tortues à cet endroit-là. Fait que oui, c'est de voir des tortues, mais aussi de s'exercer à les reconnaître puis bien identifier les espèces, parce que si vous voyez une tortue des bois, c'est une information vraiment, vraiment très intéressante là, pour la conservation. Fait que apprendre à les reconnaître puis à les signaler, là, c'est très, très utile là, que les citoyens puissent faire ça pour avoir des yeux sur le terrain, là. Donc, je vois pas d'autres questionnements ou commentaires dans le chat. Excuse-moi, Oui, excuse-moi. oui, non, allez-y. Est-ce que Kobali a des affiches des tortues, des populations de pas des populations, des sortes de tortues qu'on a dans notre zone, dans notre région, Euh, l'affiche couleur? il y a entre autres un signalement, là, une fiche qui avait été faite pour justement reconnaître la tortue des bois et la signaler parce que nous, comme Pierre-Étienne l'a dit, c'est des informations très, très importantes, là. Mais ça pourrait être rendu possible. Je pourrais là, vous faire parvenir un peu peut-être des photos. Il y en a sur Internet qui ont été, voyons, je pense à une initiative là, qui avait été faite entre la CEPAC et Conservation Nature Canada qui, en fait, qui démontrait là, un peu rapidement les espèces, les différentes espèces qu'on a au Québec. Mais je pourrais voir, là, c'est sûr que si c'est à grande publication, ça serait plus compliqué avec les crédits des photos peut-être, là. Mais vous pouvez nous contacter là aussi par rapport à justement la tortue des bois si jamais vous avez d'autres questions là. Vous pouvez nous contacter
à notre adresse courriel et on va pouvoir là, peut-être arranger quelque chose ensemble. Moi, en fait, ce que je veux, là, c'est les prendre en photo. J'aimerais ça. Je trouve que ce serait un beau passe-temps de me Ben oui, promener puis de prendre en photo. Donc, je les acheminerais parce que je ne les connais pas. Mais si j'avais quelque chose qui m'aidait, je pourrais dire, ben, c'est la musquée, c'est la molle. Ah, ah j'aimerais ça, ben, la molle. si jamais il y a aussi l'atlas là, qui a été Ah, mis dans le lien, mais l'atlas des amphibiens reptiles, c'est bien. Il y a des photos, on voit un peu une petite description sur le web là, de chacune des ah, espèces. OK. Et le webinaire d'aujourd'hui va être sur notre chaîne YouTube, là, donc ça va être disponible, la vidéo d'aujourd'hui, là, en tout temps. OK. Je Comment m'excuse, on fait? j'ai pas réussi à lever la main pour demander un temps je ne trouve pas sur l'application. Je voulais juste vous dire, moi, je suis de l'association du lac Gravel à Mont-Saint-Michel et nous, on a répertorié, il y a plusieurs personnes qui ont vu des tortues serpentines qu'on pense que c'est. On l'a signalé, mais je voulais le dire, je ne sais pas si vous étiez au courant. Moi, j'en ai vu une en nageant, puis je peux vous dire qu'elle dépasse les 30 centimètres, une grosse tortue. Oui, c'était probablement une serpentine, mais comme Pierre-Étienne l'a dit, là, on pourrait peut-être republier quoi que ce soit, mais c'est toujours intéressant si vous voyez des tortues. Nous, on est toujours très intéressés, là, même si vous ne savez pas exactement l'identification, on peut vous aider aussi par rapport à ça, mais vous pouvez nous faire parvenir des photos par courriel, là, ça va nous faire très, très plaisir, là. Notre adresse courriel est disponible sur le site du Cobali directement, là, dont le lien a été mis dans le chat, mais n'hésitez pas à nous faire parvenir des photos, ça nous fait toujours très plaisir. Merci pour ce webinaire. Merci à vous. Bonne journée. Pour ceux qui sont plus papier, là, moi, j'ai ça ici. Parce que moi, je ne suis pas tellement web, là. Dans le Attends. bois, je n'ai pas le web. Fait que je me promène avec ça dans ma cour, puis c'est génial. Ben oui, oui, ça va très bien exactement. C'est le guide, c'est un guide aussi qu'on utilise là. C'est très intéressant comme guide pour des questions d'identification. Il y a beaucoup de choses, des informations sur leur habitat. Donc, J'ai pas vu. il s'appelle, je vais l'écrire dans le chat. Je vais vous l'écrire. OK. Parfait. C'est good. Merci. C'est Amphibiens et reptiles du Québec et des Maritimes. Je vais vous l'écrire là, de les éditions pour que vous puissiez le retrouver. Voilà. Si vous pouviez faire une présentation, si c'est dans votre mandat, là, sur les salamandres. Oui, oui, je pense qu'il y a des gens qui vont être très intéressés. Elles sont extraordinaires. Ben, il y a une vidéo, je ne sais pas s'il a été mis sur notre chaîne YouTube, mais que justement mon collègue Pierre-Étienne a pris euh, au printemps passé. Donc, il a fait une sortie nocturne. Je vous conseille de faire ça, c'est bien intéressant, avec une lampe frontale et dans le bois. Donc, c'est le moment de la ponte des salamandres là, dans des petits étangs. Il y avait beaucoup de vie dans son vidéo. Ah, je vais aller voir ça. Je retiens ça, ça me ferait grand plaisir de faire un webinaire juste pour vous là-dessus. Merci. Mais oui, si jamais vous avez d'autres idées de webinaires aussi ou d'articles, quelque chose que vous aimeriez avoir des informations par rapport à l'aquatique, hein, à la Rivière-du-Lièvre, à notre bassin versant, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Nous, c'est toujours intéressant d'avoir la perspective des gens, des citoyens, des citoyennes, des organismes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi, là.